Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct sur Public Sénat pour la séance des questions d'actualité au gouvernement, séance qui va démarrer d'ici quelques minutes, une séance qui va être dominée cet après-midi par la crise que traverse actuellement l'agriculture et notamment les secteurs laitiers, d'élevage, les cours de viande, notamment du porc. Il y a eu une grosse table ronde qui s'est tenue ce matin au Sénat, organisée par le président Gérard Larcher, avec tous les acteurs du secteur, distributeurs, éleveurs, tous étaient autour de la table ronde. On y reviendra tout à l'heure à 16 h avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Mais pour l'instant, c'est André Valigny, secrétaire d'État à la réforme territoriale, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tout à l'heure, à partir de 16 h, les sénateurs vont examiner le dernier round de votre projet de loi sur la réforme territoriale, la loi NOTRe, avec la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire. Est-ce que le compromis qui a été trouvé entre les députés et les sénateurs va tenir jusqu'au bout, ici, en séance au Sénat ? Je l'espère bien, oui. C'est un compromis tout à fait raisonnable. Les députés et les sénateurs ont beaucoup travaillé sur ce texte depuis de nombreux mois maintenant. Les députés avaient une certaine vision des choses et les sénateurs en avaient une autre. C'est le Parlement, c'est la démocratie parlementaire. Le gouvernement a tout fait pour que les députés et les sénateurs parviennent à un compromis. Voilà, c'est chose faite et je pense que tout à l'heure, en séance, les sénateurs vont confirmer ce qu'a dit la commission mixte paritaire et ce qu'ont dit les députés ce matin, parce que le texte a été voté ce matin à l'Assemblée nationale. Donc adoption définitive, vous l'espérez, j'imagine, ce soir. C'est la fin d'un long feuilleton. Quelle vision à terme des territoires se dégage, André Valigny ? Cette réforme, elle répond à 3 objectifs. Pour faire simple et court, la clarté, on clarifie les compétences, aux régions, le développement économique, au département, la solidarité, au bloc communal, la proximité, les services publics de la vie quotidienne. Donc plus de clarté, plus d'efficacité aussi, notamment pour les régions. Après beaucoup d'atermoiements quand même de la part du gouvernement, parce qu'il y avait eu les allers-retours, suppression ou pas du département. On ne pouvait pas en même temps faire de grandes régions et supprimer l'échelon départemental. Donc on renforce le département dans son rôle de solidarité entre les territoires, mais on fait surtout des régions françaises, des grandes régions puissantes à l'échelle européenne, en leur confiant la compétence du développement économique, de l'internationalisation des entreprises, de l'innovation. Comme en Allemagne, comme en Italie, comme en Espagne, les grandes régions françaises seront demain très puissantes. Et puis, dernier volet très important, on renforce l'intercommunalité, le regroupement des communes pour que les communes... Avec un seuil de 15 000 habitants. Avec un seuil de 15 000 habitants minimum, pour et puis des compétences nouvelles. À terme, l'eau, l'assainissement, les déchets, pour que les communes regroupées soient plus efficaces et qu'elles répondent mieux encore aux attentes des habitants. Et la suite, après ce texte, André Valigny, c'est son application sur le terrain ? Il y a son application, bien sûr, sa mise en œuvre, notamment dans les grandes régions, les nouvelles intercommunalités. Et puis, il y a la réforme de la dotation globale de fonctionnement, les finances locales, c'est un chantier très important. Et la lutte contre les normes, parce que je m'occupe aussi de lutter contre l'inflation des normes qui pèsent sur les collectivités locales. Oui, le financement des collectivités, ça c'est effectivement un thème dominant ici au Sénat et l'objet de plaintes de pas mal d'élus. Je vais vous laisser rejoindre l'hémicycle du Sénat. André Valigny, merci à vous d'être venu sur notre plateau quelques instants avant cette séance des questions d'actualité au gouvernement qui va donc démarrer. Séance, vous allez le voir, vraiment dominée par la crise que traverse actuellement l'agriculture. 6 questions sur 10 sont consacrées à ce thème cet après-midi. C'est Stéphane Le Foll qui y répondra. Le ministre de l'Agriculture qui sera ensuite sur notre plateau en direct à partir de 16 h pour revenir notamment sur les conclusions de la table ronde qui était organisée ce matin au Sénat. Une table ronde qui réunissait tous les acteurs de la filière autour de l'élevage, les acteurs du lait, les acteurs des éleveurs porcins, et pour voir un petit peu quelles solutions vont se dégager et s'appliquer dans un avenir à court, voire moyen terme. Donc voilà, 6 questions sur 10 consacrées à l'agriculture cet après-midi. Une première question sur le coût économique de la pollution de l'air après un rapport qui a fait pas mal parler de lui cette semaine au Sénat. C'est Leïla Hachi qui a co-présenté ce rapport cette semaine qui interpellera le gouvernement. C'est Alain Vidalies, le secrétaire d'État chargé des transports, qui lui répondra. Et puis une question évidemment sur l'accord en matière nucléaire avec l'Iran. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, est présent cet après-midi au Sénat et il répondra à Bariza Kari qui l'interroge donc sur cet accord avec l'Iran. Et puis on terminera cette séance des questions d'actualité au gouvernement
par une question sur le projet de loi NOTRe. On vient d'en parler avec André Valigny. Ce texte devrait être adopté définitivement par le Parlement ce soir. Il y a eu le dernier vote des députés ce matin. Les sénateurs examinent les conclusions de la commission mixte paritaire cet après-midi en séance, et donc le projet de loi NOTRe devrait être adopté définitivement ce soir par le Parlement. Voilà, la séance des questions d'actualité au gouvernement va démarrer. Gérard Larcher est installé au plateau du Sénat, ça va bientôt démarrer. On attend que France 3 passe aussi à la séance des questions d'actualité au gouvernement. Alors après, à 16h, je vous le disais, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, sera présent sur notre plateau. Il répondra aux agriculteurs, aux distributeurs qui étaient présents ce matin au Sénat autour de la crise que traverse l'agriculture. Viendront ensuite sur ce plateau les présidents des groupes socialistes et républicains, Bruno Retailleau et Didier Guillaume. Ils viendront débattre de la fin de cette session parlementaire marquée par l'adoption définitive de projets de loi qui ont marqué la session. Je pense bien sûr au projet de loi d'Emmanuel Macron, au projet de loi autour de la réforme territoriale, que ce soit le redécoupage des régions ou la loi NOTRe. Et puis ils débattront également de l'actualité nationale, économique en général. Et enfin, Pierre Laurent, sénateur, mais aussi secrétaire national du Parti communiste, sera sur notre plateau. On reviendra avec lui sur la situation en Grèce, sur l'accord conclu cette semaine et son application, le vote hier par le Parlement français, mais aussi les votes qui se succèdent cette semaine au Parlement grec. Pas de questions cet après-midi sur la Grèce, mais cet accord reste évidemment dans tous les esprits. Et après le débat qu'on a pu suivre hier et à l'Assemblée nationale et au Sénat, Pierre Laurent viendra en discuter, en débattre avec nous sur ce plateau. Il nous redira son opposition à l'accord qui a été conclu autour de la Grèce. Donc voilà pour le programme de cet après-midi. Donc je vous le répète, une séance des questions d'actualité qui devrait démarrer d'ici quelques instants, on l'espère. On va me faire signe, j'espère très vite. En tout cas, Gérard Larcher, le président du Sénat, est installé au plateau. Il devrait démarrer cette séance. Je ne sais pas pourquoi elle ne commence pas, mais elle va bientôt commencer. Je vous propose peut-être en attendant d'écouter Bruno Retailleau, justement le président des Républicains. Il répondait ce matin à nos questions à l'issue de la grande table ronde qui a été organisée autour de la crise de l'agriculture. Bien sûr, il faut qu'on se mobilise. C'est ce que Gérard Larcher a voulu faire en organisant cette table ronde, parce que le Sénat, c'est le Haut Conseil des territoires, en réalité. Et il ne peut pas y avoir d'emploi, d'économie française forte, sans une agriculture puissante. Ça a longtemps été une de nos armes en matière de commerce international. Mais aujourd'hui, la France a rétrogradé derrière l'Allemagne. Derrière en même temps la Hollande. Donc il faut se poser des questions. Alors il va y avoir un certain nombre de solutions d'urgence, parce qu'il faut agir très très vite sur les prix, sur la détresse, mais en même temps il va y avoir en même temps des décisions sur la compétitivité, parce que ce que les agriculteurs éprouvent, d'autres industriels l'éprouvent aussi, cette espèce de dégringolade en termes de compétitivité du site France. Voilà donc Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains ici au Sénat, qui répondait à nos questions à l'issue de la table ronde organisée ce matin par le Sénat sur la crise que traverse actuellement l'agriculture. Une grande table ronde qui, je vous le rappelle, réunissait autour du président du Sénat d'une trentaine de sénateurs tous les acteurs des filières viande, lait, que ce soit les producteurs, les grands syndicats comme la FNSEA ou les jeunes agriculteurs, mais également les distributeurs, puisque 7 grands distributeurs français, notamment Leclerc, Serge Papin pour Système U, Carrefour, ils étaient tous présents autour de la table pour 4 heures de discussion qui étaient certes tendues, mais que le président du Sénat espère à moyen terme constructives. On en parlera, je vous le rappelle, avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui sera sur notre plateau tout à l'heure en direct à partir de 16h. Stéphane Le Foll qui va répondre dans quelques instants quand la séance des questions d'actualité au gouvernement aura démarré
passer aux interrogations des sénateurs sur cette crise de l'agriculture, puisque, je vous le rappelle, pas moins de 6 questions sur 10 sont consacrées à cette crise agricole aujourd'hui. Et pour vous redonner les grands thèmes qui vont être abordés par les sénateurs cet après-midi, il y aura l'accord avec l'Iran. C'est Barry Zaghari qui interroge le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, sur cet accord évidemment d'une extrême importance qui a été signé cette semaine au niveau international. Et puis, cette séance des questions d'actualité au gouvernement va également démarrer par une question de Leïla Hachi. Leïla Hachi qui a rendu cette semaine un rapport qui a fait beaucoup de bruit autour du coût économique de la pollution de l'air, un coût économique qui a été chiffré à plus d'une centaine de milliards d'euros. Donc l'impact économique de la pollution de l'air, elle interpelle tout à l'heure le gouvernement. C'est Alain Vidalis, le secrétaire d'État chargé des transports, qui va répondre à Leïla Hachi. C'est un rapport qui fait suite à une commission d'enquête qui a travaillé sur le coût politique mais aussi sanitaire de la pollution de l'air pendant presque 6 mois, avec un certain nombre d'auditions, notamment des ministres, Ségolène Royal, Marisol Touraine, et aussi sur le terrain quelques déplacements. Voilà, donc un rapport qui a fait beaucoup de bruit et sur lequel va revenir tout de suite Leïla Hachi. Voilà, on voit Gérard Larcher qui est donc installé à ce qu'on appelle le plateau du Sénat, et donc j'imagine que la séance des questions d'actualité au gouvernement commence. Voilà, ça démarre. Merci de la suivre, à tout à l'heure. Ma question s'adressait à Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Le Sénat a rendu hier son rapport sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, salué unanimement. En qualité de rapporteur, je tiens à remercier notre collègue Jean-François Husson pour son esprit d'ouverture et de rassemblement, ainsi que tous les membres de cette commission d'enquête et aussi les administrateurs pour la qualité de leur travail. Nous avons démontré par un vote à l'unanimité que lorsque les conditions l'exigeaient, l'ensemble des partis politiques savaient œuvrer collectivement et dans la même direction. 101,3 milliards d'euros, oui monsieur le ministre, 101,3 milliards d'euros. Voici le coût annuel sous-évalué, je le dis bien, sous-évalué de la pollution de l'air en France. Et dans le même temps, la lutte contre la pollution de l'air peut générer un bénéfice net de 11 milliards d'euros par an pour l'État, à mettre en perspective avec la baisse de 11 milliards d'euros de dotation aux collectivités territoriales que vous avez décidé. Les mesures leviers que nous portons n'ont pas vocation à taxer de manière inconsidérée les entreprises et les Français. Nous proposons le lissage sur 5 ans des 17 centimes d'écart entre le diesel et l'essence. Personnellement, je propose aussi le doublement du bonus écologique pour les voitures électriques et hybrides essence, ou encore la création de zones franches écologiques qui pourraient bénéficier notamment à l'Île-de-France. Clairement, il s'agit de propositions bénéfiques pour la santé des Français, pour les finances publiques et pour l'emploi. Monsieur le ministre, la situation est trop grave et le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Ne vous défaussez pas sur les collectivités locales et territoriales, ce serait inacceptable. Derrière ces 101,3 milliards d'euros, il y a aussi des souffrances, des morts prématurées, des cancers, des maladies respiratoires, des risques d'infertilité, des malformations congénitales et même la maladie de Parkinson et d'Alzheimer, etc., etc. Alors, protéger des activités économiques polluantes en bloquant les filières novatrices, respectueuses de la santé des Français, de l'environnement et créatrices de milliers d'emplois est aujourd'hui inacceptable pour notre économie, insupportable pour les Français et irresponsable pour notre avenir. Ainsi, l'absence et le silence de messieurs Macron et Sapin prouvent la désinvolture du gouvernement face à cet enjeu de santé publique, mais aussi face au travail du Sénat. À partir de quel montant Bercy daignera-t-il nous répondre? Monsieur le ministre, que compte faire votre gouvernement pour s'attaquer à ce problème économique et sanitaire qu'est la pollution de l'air? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Oui, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, vous avez raison de le rappeler, la pollution de l'air pose un grave problème de santé publique et je veux saluer la qualité du rapport que vous avez publié avec monsieur Jean-François Husson. Votre rapport a le mérite de rappeler un diagnostic et de faire des propositions pour agir. Vous le savez, Ségolène Royal a, sans entendre ce rapport, pris des mesures. La loi de transition énergétique contient des mesures ambitieuses sur le renouvellement des flottes de véhicules et de bus, donne des outils aux élus locaux pour lutter contre la pollution urbaine. Plusieurs décisions ont été prises
pour encourager la mobilité électrique. 10 000 € de bonus pour l'achat d'un véhicule électrique, financement du déploiement des bornes de recharge. Un appel à projet Ville respirable qui prévoit par exemple l'expérimentation des zones de circulation restreintes a été lancé. Le certificat qualité de l'air a été créé et ces mesures portent déjà le fruit. La réforme du barème de la taxe sur les véhicules de société, qui est beaucoup plus élevé pour les anciens véhicules diesel, a été votée. Concernant la participation des transporteurs au financement des infrastructures, comme vous le savez, pour 2015, les recettes du péage transit poids lourd ont été compensées par 2 centimes additionnels sur le gazole. Nous annoncerons, après la réunion du Conseil national de la transition écologique le 21 juillet prochain, les choix du gouvernement pour la pérennisation de ce système. Par ailleurs, la ministre de l'écologie se verra remettre dans les jours qui viennent le rapport de la mission chargée d'évaluer la gestion des pics de pollution dont elle tirera les enseignements sans délai. Il faut agir sur toutes les sources et tout le monde doit s'y mettre, transport, mais aussi bâtiments, industrie, agriculture. Votre rapport va permettre de faire progresser la prise de conscience et élever le niveau d'ambition. La ministre fera des annonces la semaine prochaine en ce sens. Comme elle l'a rappelé, le gouvernement veut mobiliser l'ensemble des acteurs et créer une dynamique, application du principe pollueur-payeur, création d'incitations positives, adaptation réglementaire, toutes les pistes seront explorées. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Cécile Cukierman pour le groupe communiste républicain et citoyen. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, alors que le Code de l'éducation précise bien qu'elles doivent accueillir tous les titulaires du baccalauréat en premier cycle, les universités, selon l'Union nationale des étudiants de France, sont de plus en plus nombreuses chaque année à se placer dans l'illégalité. 54 universités sur 74 aujourd'hui sélectionnent les étudiants à l'entrée de certaines de leurs filières. Que cette sélection se fonde sur des critères élitistes ou qu'elle soit laissée au hasard avec des tirages au sort, elle remet en cause le libre accès à une formation supérieure. Alors que l'accès aux études supérieures est un droit et non un privilège, des milliers de jeunes sont aujourd'hui sans formation ou dans des formations choisies par défaut. L'augmentation des pratiques sélectives est liée à la mise en concurrence des universités entre elles dans un contexte d'autonomie budgétaire qui signifie en réalité gestion de la pénurie par les universités et affrontement pour l'attribution des moyens. Mesures mises en place par la droite avec la LRU de 2009, elles ont été confirmées par la loi Fioraso de 2013 et aggravées par un budget de l'enseignement supérieur et de la recherche chaque année en berne. Les universités en difficulté financière sont contraintes de réduire leurs frais de fonctionnement, de diminuer le nombre de formations, de réduire le nombre d'enseignants et de baisser leur capacité d'accueil. Liée à l'incapacité de l'université non pas d'accueillir mais bien de faire réussir tous les étudiants, cette forme de sélection par l'échec démontre l'impasse dans laquelle se trouve la démocratisation de notre enseignement supérieur. Le nombre de demandes d'inscription à l'université croît, notamment, et nous le savons, avec l'augmentation du nombre de bacheliers professionnels suite à la réforme du bac pro. Si les universités n'ont pas les moyens de répondre à l'objectif de massification, elles n'auront pas plus demain les moyens d'assurer l'objectif de démocratisation si rien n'est fait pour les aider. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je vous le demande, qu'allez-vous faire face à l'augmentation des sélections qui se développent chaque année et à l'heure des négociations budgétaires, allez-vous enfin consacrer les moyens budgétaires nécessaires aux universités pour qu'elles permettent à toutes et à tous de s'inscrire dans la filière de leur choix, mais aussi de pouvoir y réussir pleinement. Pour vous répondre, la parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Cukierman. Merci pour votre question qui me permet de rappeler un principe simple. En France, en effet, l'accès à l'enseignement supérieur est libre pour tous les bacheliers et la sélection à l'université, à l'entrée de l'université, n'est pas autorisée. C'est l'honneur, je crois, de notre pays que de garantir ce droit et c'est clairement l'ambition de ce gouvernement que ce principe ne soit pas contredit dans les faits. Je rappelle que notre politique en la matière est en effet, vous avez utilisé l'expression, une politique de démocratisation de l'enseignement supérieur avec un objectif d'atteindre 50% d'une classe d'âge qui soit licenciée de l'enseignement supérieur. C'est une nécessité, c'est indispensable dans la société de la connaissance qui est la nôtre. On a une hausse démographique à l'entrée des universités, indéniablement. À la rentrée 2014, nous avions 38 000 étudiants de plus. Il en sera sans doute de même cette année. Il ne faut pas pour autant considérer que la France souffrirait d'un trop-plein d'étudiants. Au contraire, notre pays souffre d'un déficit
de diplômés par rapport aux pays voisins. Et c'est la raison pour laquelle nous accordons tant d'importance, cela fait partie de notre priorité éducation et jeunesse, à l'université, ce qui signifie en particulier pas simplement accueillir, comme vous l'avez dit, mais lutter contre l'échec en premier cycle, faire en sorte, notamment grâce à la spécialisation progressive au bout d'un semestre, que les étudiants puissent être mieux orientés et mieux accompagnés dans leur parcours à l'université, améliorer leur encadrement, c'est l'objet notamment des 1000 emplois par an que nous avons créés depuis 2012 dans l'université, et nous allons continuer ce travail, notamment pour améliorer les taux de réussite des bacheliers professionnels que vous avez évoqués. Mais j'en reviens à votre question. Ces informations rendues publiques par le syndicat UNEF sur les difficultés d'inscription dans certains établissements, nous allons, comme je l'ai dit, procéder à des vérifications scrupuleuses parce qu'on parle bien de pratiques illégales. Donc nous y mettrons un terme. Nous allons en particulier faire en sorte que dans certains parcours de licence qui recrutent sur prérequis, eh bien, on puisse adosser ces parcours à des licences qui elles-mêmes ne soient pas sélectives pour permettre l'accès aux étudiants qui le souhaitent. Et puis, je profite de cette question pour adresser un message aux bacheliers, aux futurs étudiants qui s'inscrivent actuellement dans l'enseignement supérieur et qui s'inquiètent peut-être de n'avoir pas encore eu de réponse à leurs vœux, et leur dire que la procédure complémentaire d'APB reste accessible jusqu'au mardi 15 septembre 2015 et que son objectif, c'est bien de les mettre en relation avec les établissements qui ont encore des places disponibles et que si jamais il subsistait pour eux des problèmes, à la rentrée, j'ai passé une instruction au recteur, au rectorat, pour que chaque cas individuel puisse être traité et qu'aucun lycéen ne soit laissé au bord du chemin. Merci. La parole est à notre collègue Odette Herviaux pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, à votre initiative, Monsieur le Président, nous avons eu une très longue matinée de travail dans laquelle nous avons pu aborder avec l'ensemble des partenaires concernés par les difficultés de l'élevage, vu les différentes problématiques et notamment les problèmes dramatiques actuels des éleveurs. Cette matinée a été, je pense, de l'avis de tous, particulièrement intéressante et de haute tenue. Les difficultés réelles, cependant, réelles et souvent dramatiques malheureusement, ne sauraient cependant légitimer les dégradations inacceptables qui ont eu lieu. Je l'ai dit ce matin et je le répète, le désespoir n'excuse pas tout. Les solutions durables que l'on peut espérer ne naîtront ni de la violence, ni de la surenchère politicienne, et encore moins de la démagogie gratuite à coups de slogans incantatoires. Ce n'était pas, Monsieur le Président, le cas ce matin, je m'en réjouis. Je crois que la situation est bien trop grave pour qu'on puisse se permettre de la vindicte ou la stigmatisation de l'un ou l'autre des partenaires de ces filières. Nous avons pu constater un certain nombre de choses. Nous avons eu des propositions, des solutions que nous essayons de mettre en place pour remédier. J'espère, Monsieur le Président, que la présence des caméras ne réveillera pas cet après-midi des jeux de rôle ou bien des postures qui ne valorisent pas forcément notre image. Nous connaissons tous, Monsieur le Président, les raisons multiples et diverses de chacune des filières qui ont conduit à cette situation. Au-delà de l'état des lieux, tous les acteurs doivent assumer leurs responsabilités dans un cadre collectif fondé sur le dialogue et les efforts partagés. Responsabilité des consommateurs, des distributeurs, des transformateurs, des producteurs, des filières, et même des élus que nous sommes qui, parfois, engagent des décisions qui ont des conséquences parfois difficiles. Monsieur le ministre, vous allez avoir, je pense, l'occasion de venir plus à fond dans bon nombre de propositions, puisque de nombreuses questions vous sont adressées. Quant à moi, j'aimerais que vous précisiez dès à présent le calendrier et les moyens déployés par votre gouvernement à l'échelon national et européen pour accélérer la mise en œuvre des mesures et répondre ainsi aux attentes de nos éleveurs. Pour vous répondre, parole est à M. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, Mesdames, Messieurs, ce matin, effectivement, il y a eu une réunion qui a porté sur la crise que connaît l'élevage de manière globale dans notre pays.
Crise qui d'ailleurs, je le dis au passage, se trouve être aussi, en particulier sur la question du lait, une crise à l'échelle internationale, puisque j'avais un déjeuner ce midi avec le ministre de l'Agriculture mexicain qui connaît aussi, sur la question du lait, des grosses difficultés. À partir de là, ce qui a été mis en œuvre, la première chose, c'est l'action qui doit être conduite auprès des exploitants qui connaissent les plus grandes difficultés aujourd'hui, que ce soit dans la viande porcine, dans la viande bovine et dans le lait. Et ça avait été une demande qui avait été évoquée par un certain nombre de sénateurs ici, de mettre en place des cellules à l'échelle départementale. Je rappelle que ces cellules sont en place depuis le 18 février. Elles sont chargées de traiter avec les banques, avec l'ensemble des acteurs, les difficultés d'un certain nombre d'éleveurs, un certain nombre d'éleveurs qui sont en grande difficulté. Et on aura à regarder à la fois ce qu'on doit faire pour améliorer encore le dispositif en termes d'effacement des cotisations MSA et du fonds d'allègement de charges. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la question des prix. Et c'est la question de la situation du marché sur les prix. À la fois sur le porc, sur la viande bovine et sur le lait. Sur cette question, dès le début d'année, pour ce qui est du lait, une négociation avait été engagée pour faire en sorte qu'on évite de descendre au niveau des prix, en particulier pour le lait, en dessous de 300 € la tonne, et qu'il y a un objectif de 340 € la tonne pour l'année pour les producteurs laitiers. C'est ce qui a été dit d'ailleurs ce matin dans la réunion à laquelle vous avez participé. Et on est face là sur le lait, je l'ai dit, je viens de le dire, à une situation qui n'est pas simplement celle de la France, pas simplement celle de l'Europe, mais à l'échelle internationale. Je voyais un communiqué ce matin d'une grande coopérative néo-zélandaise qui s'appelle Frontera, qui est aujourd'hui le premier opérateur sur le lait et la poudre de lait, qui allait supprimer 15 à 20 000 emplois compte tenu de la situation. Donc cette question du lait, elle est en cours de discussion et de négociation. Sur le porc, dès l'Assemblée générale de la Fédération nationale porcine, a été mis en place un objectif de redressement des prix du porc sur le marché du cadran. Aujourd'hui, je le dis et je conclus, on était avec un objectif de 1,40 € le kilo pour le porc, on a atteint ce matin au cadran 1,38 €. Nous sommes presque à l'objectif, c'est un élément positif qui nécessite que tout le monde soit concerné et que tout le monde applique ce qui a été l'engagement qui a été pris dans une table ronde à mon initiative le 17 juin. Merci. La parole est à notre collègue Françoise Gatel pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, au cœur de l'actualité s'installe la désespérance et la révolte de nos agriculteurs qui sont asphyxiés par une crise conjoncturelle qui est liée à la contrainte des marchés renforcée par la sécheresse que notre pays connaît. Mais plus grave, Monsieur le Ministre, à cette crise conjoncturelle vient s'ajouter une crise structurelle, comme l'a montré ce matin la conférence organisée ici même à l'initiative du président du Sénat. Notre agriculture est un secteur d'excellence pour la France, reconnu et envié à l'étranger. N'est-ce pas pour cela que les Chinois ont investi récemment à Carhaix, en Bretagne, dans une usine de poudre de lait pour garantir la sécurité de leur production? Or, aujourd'hui, Monsieur le Ministre, la filière animale va mal. Son présent, mais aussi son avenir sont en jeu. 400 éleveurs bretons sont au bord du dépôt de bilan. Une grande banque a même dû augmenter ses encours auprès des producteurs de 10 millions d'euros sur ce dernier trimestre. Les fournisseurs d'aliments, qui eux aussi pratiquent des encours pour les producteurs, sont aujourd'hui eux aussi en danger. La maison brûle, Monsieur le Ministre. Il faut apporter des réponses urgentes et significatives sur les prix, soulager la trésorerie de nos exploitations et enfin valoriser clairement et fortement la viande française. Il faut aussi apporter, c'est indispensable, des réponses structurelles sur la compétitivité, l'organisation des filières, la sécurisation des revenus, l'aide à l'investissement et enfin la restauration hors foyer et sur l'incontinence normative qui accable le secteur. Monsieur le Ministre, l'agriculture est-elle pour notre pays un atout ou un handicap? Voulons-nous retrouver sa compétitivité ou voulons-nous la broyer? Les agriculteurs qui, après la guerre, ont su relever le défi de la productivité doivent aujourd'hui être fortement et sérieusement accompagnés pour réussir la nouvelle évolution qui s'impose à eux. Il y a urgence. Continuerons-nous dans ce pays à avoir l'indécence
d'imposer des normes sur le bien-être animal à des agriculteurs qui ne peuvent plus vivre de leur travail, à des jeunes agriculteurs dont 50% d'entre eux vont devoir quitter le métier conclure. alors qu'ils assurent l'avenir de notre pays. Oui ou non, Monsieur le Ministre, l'agriculture est-elle pour vous une filière d'avenir qui doit faire l'objet d'une politique incitative et non coercitive? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture, M. Stéphane Le Foll. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, est-ce que l'agriculture est une priorité pour la France? Madame la Sénatrice, vous devriez vous rappeler du débat budgétaire à l'échelle européenne, engagé dans des conditions qui, à l'époque, laissaient entrevoir un budget de l'agriculture qui pouvait baisser jusqu'à 20%. L'action du Président de la République, qui a été saluée d'ailleurs par l'ensemble des organisations professionnelles, a permis de préserver un budget d'agriculture à l'échelle européenne et de préserver pour la France la politique agricole commune. Je tiens à vous le rappeler. Donc sur la question de la priorité, pas de faux procès, Madame la Sénatrice. Deuxièmement, vous parlez d'incontinence normative. Je voudrais que vous me disiez précisément ce qui aujourd'hui a été une surtransposition de normes, ce qui aurait été des normes supplémentaires qui auraient été appliquées. Au contraire, pour la première fois, que ce soit sur les questions des installations classées, et en particulier porcines, la mise en place d'une procédure d'enregistrement a été mise en place, ce qui n'avait jamais été fait et qui fonctionne en particulier aujourd'hui en Bretagne. Sur la question de la loi Macron, qui permet de réduire les délais de recours, justement pour permettre aux agriculteurs de mettre en œuvre leurs projets sans avoir la menace d'un recours, c'est aussi quelque chose qui a été fait. Sur ce qui vient d'être annoncé hier par la Commission européenne, le travail qui a été engagé avec les professionnels, et en particulier en Bretagne, sur la grande question posée par l'azote organique en Bretagne, l'azote total, je vous rappelle que pour la première fois, en Bretagne, sur 9 bassins contentieux, 5 sortent des bassins contentieux. C'est aussi une réalité qui fait que nous avançons pour améliorer les conditions de la production, tout en tenant les deux bouts de la chaîne. Économie et environnement. Vous avez parlé, Madame la Sénatrice, du bien-être animal. Sachez que sur ce débat particulier, la France a toujours pris une position qui consistait à ne pas ajouter constamment des normes sur cette question. Même si, Madame la Sénatrice, dans le débat sur la consommation, et vous évoquez en particulier les viandes de France, les consommateurs attendent aussi, sur ces questions-là, qu'on réponde à ce que sont leurs demandes en termes de bien-être animal. Et que si, par hasard, on se mettait à oublier cette question du bien-être animal, on risquerait de perdre là l'excellence qui est la nôtre. Et les agriculteurs français ont été particulièrement efficaces pour mettre en œuvre à l'échelle de notre pays ces mesures. Donc sur ces questions, Madame la Sénatrice, pas de faux procès. L'agriculture française est un acteur économique majeur de la France et ça le restera. La parole est maintenant à M. Gérard Bailly pour le groupe Les Républicains. Oui. Monsieur le Président, 2 minutes 30 maximum. Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, mais elle aurait aussi bien pu s'adresser à Monsieur le ministre de l'Économie. Vu la situation dramatique des éleveurs, due en partie au niveau des ventes de leurs produits, je souhaite vous interroger, Monsieur le ministre de l'Agriculture, sur les accords conclus entre les grandes et moyennes surfaces GMS, à savoir d'une part Auchan et Système U et d'autre part Casino Intermarché. Et il convient aussi d'y ajouter l'alliance qui a été annoncée le 5 juin dernier entre le groupe Leclerc et le géant allemand de la distribution Rêve, qui réaliseront ensemble près de 100 milliards de chiffre d'affaires. Ces accords semblent ne pas être refusés par l'autorité de la concurrence. Pourtant, ces centrales d'achat totalisent en totalité plus de 90% de nos productions alimentaires. Et dans le même temps, l'autorité de la concurrence inflige une amende de 15 200 000 € à 21 abatteurs de volailles pour entente. La question se pose de savoir est-ce qu'il y a 2 poids, 2 mesures. D'autant que ces condamnations font suite à 2 autres encore plus élevées. Une de 195 millions pour les fabricants de yaourts et une autre de 242 millions touchant le secteur de la meunerie. Je suis profondément inquiet, car persister dans cette voie de prix bas conduit inévitablement nos entreprises de transformation de l'agroalimentaire à fermer leurs portes. Et malheureusement, le résultat est déjà là, puisque ces entreprises ont perdu 44 000 emplois en 10 ans.
Nous le savons, ce sont les très fortes pressions sur les prix exercées par les GMS, sur les entreprises de transformation lors du référencement, qui conduisent ces dernières à exercer à leur tour d'aussi fortes pressions sur les producteurs, car elles n'ont plus le choix. Résultat, le très fort malaise actuel dans nos élevages. Or, à l'évidence, avec ces accords entre les 4 principales centrales d'achat, ce phénomène ne risque-t-il pas encore de s'accentuer? Face à cette détresse du monde agricole, nous aimerions connaître l'avis des pouvoirs publics sur les regroupements entre Auchan et Système U et Casino Intermarché. Nous voudrions savoir si ces accords ont fait l'objet de contestations ou de refus, ou à défaut comprendre pourquoi l'autorité de la concurrence fait preuve de tant de sévérité envers le secteur de la production et si peu envers l'autre, alors même que les volumes en cause, vous le savez, non absolument moindres que ceux des GMS regroupés. Enfin, nous serions reconnaissants, Monsieur le Ministre, de nous faire connaître les mesures que le gouvernement entend prendre pour remédier à cette course toujours au prix bas, qui fragilise nos entreprises de transformation alimentaire, qui fragilise nos producteurs avec des conséquences pour l'emploi et à moyen terme aussi pour la sécurité alimentaire de notre pays, mais aussi la qualité de son environnement. Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, vous avez évoqué le rôle et la place de la grande distribution. Et dans ce que vous avez dit, vous avez omis un certain nombre de choses. Oui, il y a eu des sanctions qui ont été prises sur un certain nombre de sujets d'organisation liés à des producteurs. Mais je note que vous avez oublié de rappeler que des sanctions ont été prises aussi sur les distributeurs, qui d'ailleurs se sont chargés de s'exprimer sur ce sujet. Je vous l'indique à tout hasard, juste pour vous le rappeler, qu'un grand distributeur souvent cité a eu comme sanction 60 millions d'euros, ce qui est même supérieur à ce qui a été évoqué précédemment par Monsieur le Sénateur. Deuxième point, messieurs les sénateurs, la loi sur la modernisation de l'économie. Mesdames et messieurs les sénateurs, la loi sur la modernisation de l'économie, dite loi LME, qui à l'époque a été votée par la majorité précédente, ici au Sénat, c'est la même majorité, visait justement, vous le dites vous-même, c'était une bonne loi, à renforcer le rôle et la place de la grande distribution. Je suis étonné qu'aujourd'hui vous découvriez, après avoir voté cette loi, que le problème de la grande distribution est effectivement posé dans l'équilibre qu'on doit trouver entre la transformation et la grande distribution. Et si, depuis le 17 juin et bien avant, le travail qu'on a engagé, c'est justement un travail pour changer ces rapports de force, faire en sorte, en particulier grâce à la loi Hamon qui a été votée, qu'on puisse renégocier dès que les coûts de production évoluent des accords commerciaux qui peuvent être passés entre la grande distribution et les transformateurs, et faire en sorte qu'autour d'une table, on soit capable de discuter pour trouver ensemble les capacités d'augmenter les prix pour que les producteurs puissent en bénéficier. Si ça, c'est pas l'objectif d'un rééquilibrage, monsieur le sénateur, je ne peux pas m'expliquer autrement. Et quand j'ai dit tout à l'heure que les prix avaient légèrement augmenté, et même si on est encore loin de l'objectif, on a là un engagement qui a été pris par tous les acteurs. Je vous demanderai, conformément à ce qu'a dit le Président ce matin, que sur ces sujets, si on veut s'en sortir, ça soit collectivement et qu'on arrête, parce que tout le monde est capable de le faire, de renvoyer sur les uns ou sur les autres la responsabilité. La responsabilité, je vous le dis, monsieur le sénateur, elle est aujourd'hui collective. La parole est au président Jacques Mézard pour le groupe du Rassemblement démocratique social et européen. Vous avez la parole, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture. Nous savons tous aujourd'hui, quelle que soit notre place sur ces bancs, les difficultés que connaissent nos exploitants agricoles. Les crises dans le domaine agricole sont cycliques. Elles sont malheureusement de plus en plus mal vécues par nos agriculteurs. Et il faut comprendre que lorsque les coûts de production sont supérieurs aux coûts de vente, personne ne peut accepter de telles situations. Alors, je crois qu'il ne faut pas mettre tout le monde sur le même plan, monsieur le ministre. Vous avez très bien négocié la PAC et nous l'avons dit. Aujourd'hui, le problème, dans cette trilogie entre producteurs, transformateurs et distributeurs, c'est que tout le monde n'est pas à égalité. Et il faut comprendre nos exploitants agricoles lorsqu'ils lisent dans la presse que les plus grandes fortunes de France, et ce n'est pas de la démagogie, c'est une constatation, c'est souvent la grande distribution, et que eux
n'arrivent pas à assumer la rentabilité simplement de leur coût de production, eh bien la fièvre monte. Et le thermomètre, aujourd'hui, il est à 40 degrés. Et c'est une responsabilité qui n'est pas simplement celle du gouvernement, c'est une responsabilité collective. Et nous avons l'obligation de répondre à cette inquiétude. D'autant plus, Monsieur le Ministre, que dans certains territoires, et en particulier les territoires ruraux, cela s'ajoute à d'autres difficultés. Et chaque fois qu'une exploitation ferme, qu'une lumière s'éteint dans une ferme, chez nous, c'est la vie qui s'en va. Et nous avons des réponses à donner. Alors moi, j'aurais simplement 4 questions précises, parce qu'on a besoin de réponses précises, dans l'urgence et puis à moyen et à long terme. D'abord sur l'étiquetage, qu'allez-vous faire ou pouvez-vous faire quelque chose de plus pour préserver nos productions de viande? Deuxièmement, vous avez parlé de cellules de crise. Nous l'avons, il faut le dire, peu constaté sur le terrain. Mais ce qui compte, c'est la réponse donnée par ces cellules dans les départements, dans l'urgence aux problèmes posés par nos agriculteurs. Troisièmement, problème de la contractualisation. Il faut impérativement tenir compte des coûts de production. Qu'allez-vous faire de plus à ce niveau-là? Et quatrièmement, pouvez-vous accélérer la mise en place de de la politique agricole commune dont nous avons besoin? Pour ce qui est des perceptions, j'ai été élu d'une commune de 256 habitants dans un canton de l'Oué. Donc je connais parfaitement ce qu'est l'agriculture. C'est pas le Cantal, c'est pas le Calvados, c'est pas la Drôme, mais je suis parfaitement conscient des difficultés qui sont traversées. Je voulais vous répondre sur la question de la grande distribution. On peut continuer à considérer qu'il y a un responsable et qu'en tapant sur ce responsable, on va résoudre le problème. Je vous le dis. Et au-delà de la question posée par les grandes fortunes qui mériteraient qu'à ce moment-là, tout le monde se mette d'accord sur l'impôt sur les grandes fortunes et que chacun puisse payer à la hauteur de ce qu'est son revenu, je voudrais vous dire, monsieur le sénateur, que si on peut et on doit régler le problème, c'est en essayant justement de faire qu'en France, on trouve, comme dans d'autres pays européens, la capacité de trouver des compromis entre des intérêts qui sont souvent divergents. Et ça, c'est des compromis avec les agriculteurs qu'il faut qu'on trouve. Alors, vous m'avez posé des questions sur les cellules de crise. Ces cellules existent, je l'ai dit, depuis le 18 février. Elles ont mis en œuvre. Arrêtez de dire non, c'est la parole de l'État qui est engagée. Les préfets ont mis en place ces cellules d'urgence depuis le 18 février. Et ceux qui n'ont pas été vérifiés ou appelés leur préfet, ils n'ont qu'à le faire rapidement. Je vous y invite. Deuxièmement, sur ces cellules, on a mobilisé 25 millions d'euros, à la fois sur les effacements des charges MSA et sur un fonds d'allègement de charges pour l'agriculture. Et sur cette question, avec le Premier ministre, on travaillera pour augmenter les moyens qui pourront être mis en œuvre, en particulier par rapport à ceux qui ont investi, et je pense en particulier aux jeunes agriculteurs qui ont investi et qui, au travers de cette crise, risquent de perdre leur capacité à pérenniser leur exploitation. Ça, c'est un objectif que nous allons mettre en route. Et puis, vous me posez des questions sur les différents sujets évoqués par rapport à l'ensemble des filières telles qu'elles se posent. D'abord, on a des sujets différents. Je l'ai dit sur le lait, où là, on a un problème à l'échelle internationale et qui touche, je le dis, des entreprises, qu'elles soient privées, mais surtout coopératives. Et qu'il va falloir aussi être capable d'être en mesure de travailler sur le conjoncturel, mais aussi sur le moyen long terme. Vous avez parlé de viande de France et l'étiquetage. Vous le savez, c'est une question qui est posée à l'échelle européenne. Et à l'échelle européenne aujourd'hui, il n'y a pas de majorité dans les pays, à cause des industriels qui sont partout en Europe, sur l'étiquetage de l'origine. Donc on fera tout pour mettre en œuvre un étiquetage volontaire au travers de la segmentation par viande de France que nous avons mis en place en 2014 lors du Salon de l'agriculture. Voilà la stratégie, à la fois soutenir les prix et en même temps segmenter notre production en lui donnant une origine précise, parce que c'est comme ça que le consommateur pourra accepter de payer plus cher. La parole est à notre collègue Marie Zaccari pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international.
Monsieur le ministre, depuis presque 12 ans, la crise du nucléaire iranien remet en cause le traité de non-prolifération nucléaire, élément essentiel de l'ordre international et de notre sécurité collective. En 10 ans, les sanctions n'ont permis ni d'enrayer le programme nucléaire, ni de fragiliser le régime. En revanche, elles ont pesé lourd dans le quotidien de près de 80 millions d'Iraniens. L'accord signé à Vienne éloigne la menace de la prolifération et vous y avez œuvré. Je dois avouer, Monsieur le ministre, que j'avais du mal à comprendre votre intransigeance lors des négociations de Genève. Mais mea culpa, force est de constater que l'inflexibilité a été constructive puisque vous êtes arrivé au final à un accord solide. Il y a quelques années, l'option militaire contre l'Iran a été envisagée. C'est finalement la voie diplomatique qui a prévalu. Ce succès consacre non pas un camp contre un autre, mais garantit la non-prolifération qui est un bien commun de l'humanité. Je salue, Monsieur le ministre, au nom du groupe socialiste, cette magnifique victoire diplomatique. Vous n'avez jamais dévié de votre ligne, puisque les points centraux de cet accord très technique portent essentiellement sur la transparence et les vérifications, y compris sur les sites militaires, la limitation durable d'enrichissement d'uranium et de production de plutonium, le maintien de l'embargo sur les armes conventionnelles et les missiles balistiques, la levée progressive des sanctions et le rétablissement automatique de celles-ci en cas de non-respect de l'accord par l'Iran. Il y a bien sûr des voix dissonantes, le Parti républicain américain, la droite dure de Benyamin Netanyahou, l'aile ultra-conservatrice des Mollahs et quelques autres, bref, une internationale des faucons qui avait intérêt à maintenir l'état de crise. En Iran, la perspective de renouer des échanges économiques et commerciaux avec le monde s'est exprimée dans la joie. Monsieur le ministre, les conditions sont maintenant réunies pour répondre à l'invitation de votre homologue iranien. Comment peuvent évoluer nos relations bilatérales? Par ailleurs, quelles pourraient être les retombées de cet accord sur les équilibres régionaux et sur le cours des conflits qui ravagent le Moyen-Orient? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Monsieur Laurent Fabius. Merci, Madame la sénatrice. Un mot sur cet accord et un mot sur le futur. Vous avez parlé d'intransigeance. Je n'aurais pas choisi ce terme. Avec le président de la République, nous avons défini quelle devait être l'attitude de la France. Nous avons dit une fermeté constructive. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de savoir si, oui ou non, l'Iran, qui a parfaitement le droit de disposer du nucléaire civil, pouvait ou non avoir la bombe atomique. Et nous avons répondu non. Mais c'est une affaire extrêmement sérieuse, technique, précise. Et il fallait donc que sur les points en discussion, vous en avez cité quelques-uns, nous soyons fermes, qu'il s'agisse de la limitation à la fois du stock d'uranium et du niveau d'enrichissement, qu'il s'agisse du nombre des centrifugeuses. Il fallait qu'il y ait une diminution. Il y en a une. On est passé de 20 000 centrifugeuses à 5 060. On est passé de plusieurs tonnes d'uranium à 300 kilos. On est passé d'un maximum de 20% à 3,67%. Il fallait faire en sorte que le réacteur d'Arak, qui dégage du plutonium, ne puisse plus dégager du plutonium de qualité et de quantité militaire. C'était une condition de la France, elle a été remplie. Et d'autres conditions de ce type. Alors, c'était ça la raison de notre fermeté constructive. Mais il y en avait une autre. Si l'accord avait été signé, on pouvait tous signer, mais qu'il n'avait pas été robuste, quelle aurait été la réaction des pays voisins? Je peux penser à l'Arabie saoudite, je peux penser à l'Égypte, je peux penser à la Turquie, à d'autres. Ils nous auraient dit, vous avez signé, mais nous ne croyons pas à l'efficacité de votre signature, et donc nous-mêmes, nous allons nous doter de l'arme nucléaire. Et à ce moment-là, ça aurait été un Moyen-Orient déjà éruptif, qui aurait été un Moyen-Orient entièrement nucléarisé. Et c'est la raison pour laquelle la fermeté constructive de la France a permis, avec d'autres, cet accord. Maintenant, sur le futur. Pour ce qui est des relations entre l'Iran et la France, nous espérons qu'elles vont être de meilleur en meilleur et je me rendrai moi-même bientôt en Iran pour examiner la totalité de nos relations. Pour ce qui est du futur, gardons-nous de tout pronostic, parce que certains disent d'ailleurs que l'histoire n'enseigne jamais rien. Et d'autre part,
nous verrons et nous jugerons la politique extérieure de l'Iran sur pièce. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Michel Raison pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Agriculture. Monsieur le Ministre, je vous pose cette question avec gravité, mais également avec une sérénité que je souhaiterais voir réciproque. Nos paysans, Monsieur le Ministre, sont en désespérance, mais je sais que vous en êtes conscient et je vous en remercie. Je sais aussi que la crise, vous n'en êtes pas la cause, Monsieur le Ministre, mais vous en êtes le médecin. Et, Monsieur le Ministre, nos paysans ont besoin d'être entendus, écoutés et défendus. Défendus à tout niveau, pour toutes leurs causes, y compris lorsque leur honneur est attaqué, tout le long de l'année, même quand il n'y a pas crise, car le moral d'un chef d'entreprise, c'est aussi très important. Mais je reviens à la crise. Premièrement, vous nous avez dit, et c'est une bonne chose, que vous aviez donné l'ordre au préfet de mettre en place des cellules de crise. Il doit y avoir quelques problèmes de connexion Internet par-ci, par-là, car on a fait quelques vérifications, y compris dans mon propre département, je vous le cite, la Haute-Saône, aucune consigne n'a été donnée à la DDT ni au préfet. Dans certains départements, peut-être que les connexions ne se sont pas faites. Ces cellules de crise sont importantes pour étudier les problèmes court terme de trésorerie, de désendettement. Mais vous avez un rôle aussi à court terme important. Il y a eu des accords importants le 17 juin. J'ai cru comprendre, au travers de vos interventions, que vous aviez commencé de sortir de votre rôle de greffier de cet accord important du 17 juin qu'il va falloir en effet faire appliquer. Si on prend l'exemple du lait, il manque, pour que ce soit à peu près décent, une trentaine d'euros à la tonne pour que les agriculteurs puissent survivre. Les banques se seraient, paraît-il, aussi engagées à mettre en place des modularités d'emprunt. Ça me semble très important dans la période où on est. Mais je vais revenir quelques instants sur le dossier européen. Les quotas laitiers ont fait que tous les systèmes de régulation, et on peut le comprendre, ont été mis en sommeil. Mais aujourd'hui, il faut les réveiller, Monsieur le Ministre, ces systèmes de régulation, et je ne vais pas rentrer dans la technique de ces systèmes, mais qui plus est, en permanence, lorsqu'un marché s'est libéralisé, il faut des systèmes de régulation, mais en particulier en période de crise, additionnés à des périodes de sécheresse. Vous allez me répondre que les pays du Nord et de l'Allemagne ne sont pas très chauds pour mettre en place de ces régulations. Votre question. Mais depuis le 14 juillet, je suis rassuré, Monsieur le Président, car j'ai entendu le Président de la République dire qu'il était devenu quasiment le Président de l'Europe et qu'il était capable de faire plier les autres pays européens, capable de faire plier l'Allemagne. La situation est suffisamment grave pour qu'il vous accompagne, Monsieur le Ministre. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, vous avez entamé votre question avec beaucoup de sérénité et vous avez souhaité que la réponse soit aussi sereine, parce que la situation est grave. Vous avez terminé de manière un peu plus ironique, mais on ne vous en voudra pas. Je pense que vous êtes là pour la bonne cause, c'est ce que vous avez souhaité indiquer. Sur les quotas laitiers, Monsieur le Sénateur, ils ont été mis en fin de quotas laitiers en 2008 à l'occasion d'un bilan de santé de la PAC. Je n'étais pas là et je vous le dis au passage, j'étais au Parlement européen à l'époque et j'ai voté contre la suppression des quotas laitiers. Donc je suis d'autant plus tranquille pour en parler. Et François Patria me rappelait ce qui a été la période de la mise en place des quotas laitiers et ce qui a été reproché à l'époque à ceux qui les avaient mis en place. Je vous fais pas de dessin, mais chacun a un souvenir sûrement très précis. Régulation du lait. Depuis que je suis arrivé en 2012, avant même la crise là, du lait, j'ai demandé 4 fois au Conseil des ministres européens de discuter de la question du post-quota. Parce que j'avais bien conscience que ce que nous avions vécu, ce que vous avez vécu aux responsabilités en 2008, crise du lait de l'époque, pouvait se reproduire. Et à l'époque, et depuis cette époque, entre 2012 et aujourd'hui, pas un pays, pas un, n'a souhaité discuter du post-quota. Tout le monde était parti avec le grand marché chinois, qui faisait d'ailleurs, ça a été rappelé par Madame la sénatrice, que même les Chinois viennent investir en France pour produire de la poudre de lait sur le marché chinois. Ce qui fait que tous les pays européens, Allemagne, Pays-Bas, Irlande, Grande-Bretagne, Danemark, se sont tous mis à avoir, Pologne, un objectif,
exporter de la poudre de lait sur le marché chinois. Et puis il s'est trouvé cette année que comme tout le monde a eu la même idée en même temps, eh bien on a fini par saturer l'offre et la demande et qu'on est dans la difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ça fait 3 ans que je dis à tous mes collègues, vous allez voir, si on ne se coordonne pas, c'est pas pour revenir au quota, mais si on ne se coordonne pas sur les objectifs que l'Europe se fixe en termes d'exportation, on finira par se marcher les uns et les autres sur les pieds et avec des conséquences pour les producteurs laitiers. On y est. Et il va falloir trouver des solutions post-quota. J'ai proposé à la Commission d'augmenter le prix d'intervention sur le lait. Parce que je pense que le prix d'intervention est un élément du signal qui est donné sur le marché laitier. Et je vais conclure. Et en même temps, je leur ai dit que lorsqu'un pays demandait l'intervention, il fallait qu'il soit capable de maîtriser sa production. Parce que sinon, on va mettre de l'intervention, augmenter la production et on produira pour l'intervention retour aux années qui ont conduit au quota laitier. Donc il faut qu'on ait ce nouveau mécanisme. Donc je le dis aujourd'hui devant le Sénat, c'est ce que j'ai fait comme proposition. Si vous la trouvez judicieuse, je vous propose de m'aider pour convaincre tous nos partenaires. Et en particulier l'ensemble des parlements à l'échelle européenne. La parole est à notre collègue Daniel Grémillet pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Effectivement, aujourd'hui, c'est avec ce même caractère un peu solennel, comme l'ont fait mes collègues, que je voudrais poser la question au ministre de l'Agriculture. Président, d'abord, ce n'est pas le fruit du hasard si nous avons eu cette table ronde ce matin sur l'élevage. Le Sénat des territoires. Et si je l'évoque à cet instant, c'est parce qu'effectivement, l'élevage est souvent le dernier rempart avant la désertification sur un certain nombre de nos territoires. C'est un enjeu stratégique, bien sûr pour les éleveurs, enjeu stratégique pour l'économie locale, enjeu stratégique pour nos territoires. D'autre part, quand on sait qu'aujourd'hui, je parle uniquement dans le Grand Ouest, que tous les jours, il y a une exploitation porcine qui ferme les portes. On ne peut pas, et elles le font souvent dans le silence, ces exploitations qui ferment, les unes après les autres, qui sont fragilisées. Alors, Monsieur le Ministre, vous avez évoqué tout à l'heure le budget de l'Union européenne. Oui, j'ai fait partie de ceux qui avons dit que la France était bien débattue et avait obtenu un bon budget pour la politique agricole commune. Vous n'avez fait que continuer l'œuvre qui avait été entamée par le gouvernement précédent et le ministre précédent. Ça a été... Non, je ne voudrais pas être sur une posture politique, je vous vois hocher la tête, Monsieur le Ministre. Sincèrement, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est très bien ce que vous avez fait au niveau du budget. Mais lorsqu'on a un budget, ça ne suffit pas, Monsieur le Ministre. Il y a la réalité de la vie. Et la réalité de la vie, c'est ce qui s'est passé. Nous allons être dans quelques jours, il y aura 1 an que nous aurons l'embargo russe, qui est uniquement supporté par les éleveurs et les fruits et légumes. Il n'y a aucune décision, ce sont les éleveurs qui supportent tout seuls les conséquences économiques dans leurs fermes, dans leur territoire. Donc ça nécessite effectivement des mesures spécifiques. Monsieur le Ministre, quand vous dites « citez-moi des exemples », je vais vous en citer 3, très rapidement. Les OGM, la sécheresse, quand on voit que la France est un pays qui a la chance d'avoir de l'eau, si on avait la capacité de la stocker, quand on voit les difficultés qu'on a dans notre territoire de pouvoir prendre des mesures permettant à l'agriculture d'être effectivement productive, des mesures en matière de fiscalité. Monsieur le Ministre, comment expliquez-vous, et c'est là ma question, que jour après jour, la France qui était sur le podium est passée 2e, 3e et on sera bientôt 4e au niveau de l'Union européenne, au niveau de la puissance agroalimentaire, au niveau de nos éleveurs. Alors ma question, Monsieur le Ministre, nous avons débattu hier dans cet hémicycle de la solidarité vis-à-vis du peuple grec par rapport à l'enjeu communautaire. Mais plus proche de nous, il y a aussi des souffrances qui nécessitent des réponses qui ne sauraient y résider dans la simple nomination de rapporteur. Ma question, considérez-vous que l'élevage français doit être désormais confiné à une place de strapontin au sein de la zone euro ou au sein de la scène internationale? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, j'ai déjà eu l'occasion d'y répondre. Moi, je n'envisage même pas cette idée d'un strapontin qui serait donné à l'élevage. Je voudrais vous rappeler, Monsieur le Sénateur, que le décrochage de la France au niveau agricole et agroalimentaire date des années 2008-2009. Je le dis quand même, vous avez été très correct, donc je le serai, mais c'est la réalité. On a décroché à ce moment-là. Donc il va falloir rattraper le retard qu'on a pris. Et ce retard, il va falloir du temps.
et à la fois une politique agricole qui soit mobilisée sur l'ensemble du territoire et du temps pour pouvoir restructurer, réorganiser l'ensemble de nos filières. Investir aussi. Parce que si je prends la filière porcine ou voire la filière laitière, le constat que j'ai fait quand nous sommes arrivés, et nous avons, avec la profession et la FNSEA, dégagé 200 millions d'euros sur les aides du premier pilier pour investir dans les bâtiments. Mais le constat était très clair. Un manque d'investissement, mais pas depuis 2012, mais depuis plusieurs années, qui fait qu'en partie, on a perdu de la productivité et de la compétitivité, bien essentiels pour pouvoir assurer la place, le rôle et l'enjeu de l'agriculture pour la France, dans l'Europe et dans le monde. Tout ça, ça nécessite aujourd'hui une mobilisation. Vous avez parlé de différentes contraintes et vous avez évoqué celle des OGM. Monsieur le sénateur, sur les OGM, j'ai déjà dit, la génétique aujourd'hui, il y a eu une page qui s'est tournée avec les anciennes OGM. Est-ce que le fait d'avoir des OGM qui sont résistantes à un herbicide ou productrices de pesticides aujourd'hui, ça donne de la compétitivité? Mais personne n'est capable de me le dire aujourd'hui. Personne n'est capable de me le démontrer. Donc ne prenez pas cet exemple. Sur la question de l'eau, oui, bien sûr. Et moi, j'ai fait partie de ceux, dès le départ, quand je suis arrivé, pour sortir du moratoire qui avait été fait sur la construction de retenues. Et il faut qu'on le fasse. Je l'ai déjà dit 10 fois, en particulier aux écologistes. Il ne s'agit pas, quand on retient de l'eau, de faire en sorte qu'on aille irriguer des maïs. Aujourd'hui, on a besoin de l'eau pour maintenir le pâturage et l'élevage partout dans les régions de France. C'est ça l'enjeu. Et on doit dépassionner ce débat, remettre ce débat dans l'ordre qui doit être le sien. Il y a besoin d'eau parce que c'est pour l'agriculture et l'élevage un enjeu majeur. Donc jamais dans ma voix, dans ma bouche, il n'a été question de considérer l'élevage de France comme un strapontin. Au contraire, et depuis le départ, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, avec l'ensemble des aides qui ont été mises en place, avec le fait que, contrairement à ce qui avait été engagé, j'ai remis sur la table le couplage des aides, en particulier pour l'élevage de France doit être un enjeu spécifique dans l'agriculture de France pour notre pays. Il en va de son aménagement du territoire et de sa capacité économique à peser sur les grands choix alimentaires du monde de demain. Stéphanie Riocreux pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, dans quelques instants, à l'issue de cette séance de questions, après l'Assemblée nationale qui l'a adoptée ce matin, le Sénat se prononcera sur le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe. Cette journée est une étape importante dans l'histoire de notre démocratie locale. La solution apaisée et équilibrée à laquelle ont abouti députés et sénateurs la semaine dernière lors de la commission mixte paritaire doit beaucoup à l'attachement partagé sur tous les bancs du Sénat aux légitimes attentes des élus locaux. Nous avons su nous rassembler. Dans un monde en mutation rapide, chacun, entrepreneur comme demandeur d'emploi, salarié comme chef d'entreprise, jeune comme retraité, élu comme fonctionnaire, chacun doit pouvoir compter sur des politiques publiques locales lisibles et adaptées, aussi bien pour s'en saisir que pour participer à leur élaboration. Les enjeux de la nouvelle organisation territoriale sont aussi là. Si la nécessité de la réforme était aisée à formuler, encore fallait-il la construire. Il ne suffisait pas de tout chambouler, il ne le fallait d'ailleurs pas. On se souvient des déclarations péremptoires entendues naguère et des mesures brutales et inutilement blessantes pour les élus locaux, alors votées, mais heureusement supprimées depuis. Désormais, les intercommunalités, aux moyens mutualisés, seront renforcées. Elles seront complémentaires des départements pour assurer le lien entre les communes et les régions. Les communes seront seules détentrices de la clause de compétence générale dans une logique de proximité. Les régions seront confortées dans leur rôle de stratège économique local à rayonnement européen, voire mondial. Là où les spécificités géographiques conduisent à un étalement de l'habitat, les intercommunalités pourront regrouper moins de 15 000 habitants pour demeurer des outils au plus près des élus des territoires et de nos concitoyens, et c'est important. Respect et efficacité, lisibilité et adaptabilité sont les actes de cette réforme. Madame la Ministre, comment le gouvernement compte-t-il accompagner les territoires pour sa mise en œuvre? Pour vous répondre, la parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre
de la décentralisation de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président Larcher, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Stéphanie Riocreux. À travers vous, je salue la mémoire de Jean Germain qui a travaillé beaucoup avec nous sur ces textes au début et je vous remercie de reprendre ce à quoi il était tellement attaché. Quelques réflexions seulement parce que le débat sur les conclusions de la CMP va commencer tout à l'heure. Nous avons voulu une réforme structurelle de réorganisation de la République. Après la décentralisation de la formation professionnelle, il y a eu une très longue discussion, en particulier à travers le rapport de M. Crétager et Raffarin, sur y a-t-il d'autres compétences à transférer, à décentraliser? Il n'y en avait point, puisque le choix collectif, c'est de ne pas toucher à l'éducation nationale, de ne pas toucher aux grandes fonctions, mais au contraire de spécialiser chaque échelon de nos territoires sur des compétences particulières. Nous avons à nous dire ensemble que la décentralisation, petit à petit peut-être, a fait que l'action publique n'a pas été vécue comme une. Or, l'action publique, elle est une, exercée soit par l'État, soit par la collectivité territoriale. Donc nous avons proposé de renforcer les régions sur tout ce qui est compétences économiques et nous les accompagnerons, y compris sur la réforme territoriale. Et faisant suite aux déclarations intéressantes du ministre de l'Agriculture après les interpellations d'aujourd'hui, par exemple, sur l'agriculture, les présidents de région sont aux côtés de l'État pour aider nos agriculteurs à passer la crise, parce que agriculture, agroalimentaire ont besoin effectivement de moyens. Quand on dit les départements vont disparaître, j'entendais ça pendant votre interrogation tout à l'heure sur d'Autrement. Je voudrais dire tout simplement, regardons les choses en face. Que disait le rapport Crétager-Raffarin? Soit on garde les régions petites, et on supprime les départements, c'est dans ce rapport, soit on fait de plus grandes régions et on garde le département comme échelon de proximité avec comme premier champ d'intervention la solidarité envers les individus et envers les territoires. Et là encore, y compris sur les territoires ruraux en grande difficulté aujourd'hui, la solidarité territoriale que nous avons inventée ensemble dans ce texte va permettre de monter et le dispositif aidé que l'État va mettre aux côtés des départements les plus en difficulté et des communautés de communes les plus en difficulté va nous aider. Enfin, le bloc communal est renforcé dans sa compétence, mais il est évident que nos petites communes, et en particulier nos 29 000 communes de moins de 1 000 habitants, ont besoin de l'intercommunalité pour vivre et pour offrir à leurs agriculteurs, à leurs artisans, à leurs commerçants, à leurs citoyens des services de qualité. Donc je pense que nous allons, parce que M. Larcher l'a voulu, avec le Premier ministre, nous allons peut-être tout à l'heure voter, Monsieur le Président Larcher, je me permets de vous citer, un accord assez inédit entre deux assemblées, parce que le Premier ministre et le Président du Sénat se sont dit qu'au lieu de s'envoyer des piques, il valait mieux peut-être trouver ensemble un accord sur le territoire. C'est, je crois, ce que vous avez trouvé. Je vous en remercie. Merci. Nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. Toutes sont passées. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise voilà, donc à 16h20. pour cette séance des questions d'actualité au gouvernement, on se retrouve tout de suite pour refaire ensemble la séance. À tout de suite. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat après la séance des questions d'actualité au gouvernement. Une séance largement dominée cet après-midi au Sénat par la crise que traverse actuellement l'agriculture et notamment toutes les filières liées à l'élevage. Il y avait pas moins de 6 questions sur 10 consacrées à cette crise cet après-midi. Des sénateurs ont multiplié les questions et c'est Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, qui y a répondu longuement. Je vous propose de réécouter le ministre. C'était tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat. La loi sur la modernisation de l'économie. Mesdames et messieurs les sénateurs, la loi sur la modernisation de l'économie, dite loi LME, qui à l'époque a été votée par la majorité précédente, ici au Sénat, c'est la même majorité, visait justement, vous le dites vous-même, c'était une bonne loi, à renforcer le rôle et la place de la grande distribution. Je suis étonné qu'aujourd'hui vous découvriez, après avoir voté cette loi, que le problème de la grande distribution est effectivement posé dans l'équilibre qu'on doit trouver entre la transformation et la grande distribution. Et si, depuis le 17 juin, et bien avant, le travail qu'on a engagé, c'est justement un travail pour changer
ces rapports de force. Faire en sorte, en particulier grâce à la loi Hamon qui a été votée, qu'on puisse renégocier dès que les coûts de production évoluent des accords commerciaux qui peuvent être passés entre la grande distribution et les transformateurs. Et faire en sorte qu'autour d'une table, on soit capable de discuter pour trouver ensemble les capacités d'augmenter les prix pour que les producteurs puissent en bénéficier. Si ça, ce n'est pas l'objectif d'un rééquilibrage, monsieur le sénateur, je ne peux pas m'expliquer autrement. Et quand j'ai dit tout à l'heure que les prix avaient légèrement augmenté, et même si on est encore loin de l'objectif, on a là un engagement qui a été pris par tous les acteurs, je vous demanderai, conformément à ce qu'a dit le président ce matin, que sur ces sujets, si on veut s'en sortir, ça soit collectivement et qu'on arrête, parce que tout le monde est capable de le faire, de renvoyer sur les uns ou sur les autres la responsabilité. La responsabilité, je vous le dis, monsieur le sénateur, elle est aujourd'hui collective. Bonjour Stéphane Le Foll, merci d'être en direct sur notre plateau. 6 questions sur 10 consacrées à la crise agricole cet après-midi au Sénat. Votre action remise en cause par une partie des sénateurs, notamment sur la mise en place de cellules de crise dans les départements. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, je réponds à cette idée qui consiste à dire qu'il n'y aurait pas de cellules de crise et qu'on me demandait de mettre en place des cellules de crise. J'ai là eu un courrier que je vais adresser à tous les sénateurs d'ailleurs, que j'ai adressé au préfet le 20 février, qui précise la mise en œuvre de ces cellules, à la fois avec les objectifs en termes d'allègement sur la MSA, sur les fonds d'allègement de charges. Et je demande au préfet de réunir ces cellules avec les représentants des professionnels, de la MSA et des banques, parce qu'il y a aussi la question bancaire. Donc ces cellules sont en place. Chaque sénateur recevra ce courrier qui confirme le fait que je l'avais demandé au préfet. Mais en même temps, au-delà de cette question... Mais en même temps, les sénateurs, ce sont aussi des remontées du terrain, Stéphane Le Foll. J'ai répondu 6 fois. Il faut remonter un peu les inquiétudes des agriculteurs, des éleveurs, de leur département. Tout bord politique confondu. Oui, absolument, mais madame, je voudrais vous rappeler que moi, je n'ai pas attendu le débat du Sénat. Ça, c'est le 20 février, que dès le début de l'année 2015, a été engagé des négociations sur la question du lait, que sur la question porcine, c'est la table ronde que j'ai organisée le 17 juin, avec l'ensemble des acteurs, à la fois transformateurs, grande distribution, justement pour pousser tout le monde à augmenter les prix et à augmenter les prix aux producteurs. C'est ça qui a été fait. Je n'ai pas entendu, mais j'entends parfaitement et j'ai répondu aux questions, j'entends parfaitement les inquiétudes, je les connais. Et j'essaye d'y répondre. Que sur le terrain, la situation demeure explosive, que les actions de violence de producteurs contre la grande distribution se multiplient. Mais j'explique parce que la situation des prix est mauvaise. Et je vous le dis, le ministre peut agir, mais sur les négociations commerciales, il n'y a pas de moyen juridique pour un ministre de venir dire à des acteurs dans des négociations commerciales ce qu'il peut leur demander de faire. Vous n'avez aucun moyen pour forcer les transformateurs, les distributeurs à augmenter leurs prix? Faisant en sorte que chacun, et ça a été l'objet de la discussion ce matin avec le président du Sénat qui avait organisé le débat, que chacun assume la part de responsabilité qui est la sienne. La grande distribution, la transformation, pour qu'au bout du compte, si la grande distribution accepte d'augmenter les prix, ça se répercute au niveau de la transformation. Ils se sont engagés ce matin. Oui, certains se sont engagés. Certains. La grande distribution s'est engagée. J'attends aujourd'hui, on a un travail qui est engagé avec le médiateur, de faire en sorte que ce qui s'est passé avec l'engagement de la grande distribution se traduise par une augmentation. Je le dis par exemple sur le porc, au début des négociations au mois de juin, on était à 1,20 1,20 le kilo. Aujourd'hui, on est entre 1,38, l'objectif était 1,40. Donc on a progressé, donc on peut le faire. Mais en même temps, c'est des schémas extrêmement complexes. Oui, j'ai arrêté les promos. J'ai pris un arrêté qui a limité les possibilités de faire des promotions, ce qui n'avait jamais été fait avant. Et je l'assume totalement et parfaitement, parce que j'estime que lorsqu'on fait trop de promotions, on fait perdre toute idée du prix, de la référence prix pour un produit. Vous avez l'impression que la grande distribution, c'est un peu le bouc émissaire facile? Je pense que dans ce débat, on peut tout à fait dire que c'est de la faute de la grande distribution et au bout du compte, ne pas résoudre le problème. On a aujourd'hui une obligation de résultat pour les producteurs. Il ne s'agit pas simplement de se renvoyer la balle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il s'agit de trouver des solutions. Donc moi, dans ma responsabilité, je dis, la grande distribution prend un engagement, elle doit le respecter. La transformation prend un engagement, elle doit le respecter. L'accord qui a été pris le 17 juin, il a du mal à être respecté. Mais parce que déjà, vous savez, il y a beaucoup d'engagements qui sont pris. On est dans un débat avec des négociations commerciales, avec des multiplicités d'acteurs différents, avec des intermédiaires plus ou moins longs. Vous croyez que ça se règle comme ça? Mais ça n'empêche pas de tenir les engagements. Certains les prennent et les respectent, d'autres ne les respectent pas. Ouais. Le médiateur va vous rendre son rapport, je crois, ce soir. Est-ce que des décisions... Non, il ne le rendra pas ce soir, parce que je l'ai eu tout à l'heure. Il est en train de le terminer et ça ne sera pas ce soir. Ça Donc c'est remis à quand? Demain soir. Mais ça va arriver rapidement. Il a fait un travail exhaustif, colossal, pour arriver à repérer l'ensemble
des processus de négociation, l'ensemble de ce qui s'est passé depuis les accords, et je suis comptable là aussi, à la fois pour dire que son travail est extrêmement important, mais de lui laisser aussi le temps de le faire correctement, parce que sur ces sujets, il faut être à la fois précis, transparent certes, mais précis. Donc vous nous annoncez que son rapport sera remis peut-être demain soir, avec des décisions prises dans la foulée, j'imagine, très rapidement. Avec en tout cas des décisions qui sont prises avec une pression qui va continuer à s'exercer sur ceux qui ne jouent pas le jeu. D'accord. Vous redoutez que la canicule soit un facteur aggravant dans cette crise agricole? La canicule est un facteur aggravant parce que c'est surtout la sécheresse qui est un facteur aggravant sur une situation d'élevage. Donc moins de foin, moins de lait pour les vaches? Oui, moins de foin, moins surtout de nourriture pour les animaux, c'est ça le problème. Oui, donc moins de production de lait pour les animaux. Moins de production, des problèmes de nourriture pour les animaux et un coût de l'alimentation qui augmente. Et quand le coût de l'alimentation augmente dans une situation où justement les prix sont pas élevés... Donc l'été va être très tendu? Donc l'été, malheureusement sur la question climatique, vient rajouter une couche supplémentaire d'inquiétude. Vous confirmez qu'une avance sur la PAC a été versée ce matin à la France? Je confirme que ce matin, je suis venu à la commission du président Larcher en ayant signé le décret qui fait que l'avance sur les primes PAC sera faite et sera faite sur la base d'un emprunt de l'État français remboursé sur les primes qui seront versées par l'Europe pour la première fois. Et c'était nécessaire dans le contexte en particulier. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Stéphane Le Foll d'être venu répondre en direct à nos questions sur le plateau de Public Sénat. On va vous réentendre quelques instants dans l'hémicycle du Sénat. C'est un peu un spécial Stéphane Le Foll aujourd'hui, spécial agriculture en tout cas, autour de cette crise très importante qui touche l'élevage en France. C'était tout à l'heure lors des questions d'actualité au Sénat. Est-ce que l'agriculture est une priorité pour la France? Madame la sénatrice, vous devriez vous rappeler du débat budgétaire à l'échelle européenne. Engagé dans des conditions qui, à l'époque, laissaient entrevoir un budget de l'agriculture qui pouvait baisser jusqu'à 20%. L'action du président de la République, qui a été saluée d'ailleurs par l'ensemble des organisations professionnelles, a permis de préserver un budget de l'agriculture à l'échelle européenne et de préserver pour la France la politique agricole commune. Je tiens à vous le rappeler. Donc sur la question de la priorité, pas de faux procès, Madame la sénatrice. Deuxièmement, vous parlez d'incontinence normative. Je voudrais que vous me disiez précisément ce qui aujourd'hui a été une surtransposition de normes, ce qui aurait été des normes supplémentaires qui auraient été appliquées. Au contraire, pour la première fois, que ce soit sur les questions des installations classées, et en particulier porcines, la mise en place d'une procédure d'enregistrement a été mise en place, ce qui n'avait jamais été fait et qui fonctionne en particulier aujourd'hui en Bretagne. Sur la question de la loi Macron, qui permet de réduire les délais de recours, justement pour permettre aux agriculteurs de mettre en œuvre leurs projets sans avoir la menace d'un recours, c'est aussi quelque chose qui a été fait. Sur ce qui vient d'être annoncé hier par la Commission européenne, le travail qui a été engagé avec les professionnels, et en particulier en Bretagne, sur la grande question posée par l'azote organique en Bretagne, l'azote total, je vous rappelle que pour la première fois, en Bretagne, sur 9 bassins contentieux, 5 sortent des bassins contentieux. C'est aussi une réalité qui fait que nous avançons pour améliorer les conditions de la production, tout en tenant les deux bouts de la chaîne, économie et environnement. Voilà, donc c'était Stéphane Le Foll tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat pour répondre à une des nombreuses questions posées par les sénateurs autour de cette crise agricole qu'on a donc largement traitée sur l'antenne de Public Sénat aujourd'hui. On va maintenant parler politique nationale, bilan de cette fin de session avec deux présidents de groupes politiques qui nous ont rejoints sur ce plateau. Didier Guillaume pour le groupe des Socialistes, bonjour, merci d'être avec nous, et Bruno Retailleau pour les Républicains. L'interview du président de la République le 14 juillet avec un François Hollande qui s'est posé un peu en bouclier de la nation, Didier Guillaume, fort des deux accords qui ont été conclus sur la Grèce et puis autour du nucléaire iranien. Mais les Français vont le juger sur autre chose, sur l'économie, sur le chômage. Est-ce que c'est la bonne stratégie de se positionner comme ça sur l'international? Moi je m'en fiche totalement de ce qui peut se passer, c'est pas le sujet. Vous en fichez de ce qu'il a dit lors de cette interview? Non, je vous dis pas tout ça. Peu importe comment les Français le jugeront. Moi je préfère que les Français le jugent bien. Il y avait deux sujets cruciaux, le nucléaire iranien et la Grèce. Et sur ces deux sujets, le chef de l'État et le gouvernement ont travaillé et ont réussi, pas seuls, avec d'autres. Les Français, lors de cette interview, ne l'attendaient pas sur d'autres dossiers, les dossiers économiques, les dossiers du chômage? Adressez-vous à Pujadas et à Claire Chazal, c'est pas lui qui a posé les questions. Sur ces deux sujets, c'est très important. Pour la première fois depuis des années, il s'est parlé d'Europe dans notre pays. On n'en parle jamais en positif. Alors là, ça peut être en négatif pour la Grèce, mais il s'est parlé d'Europe. Et puis quand même, ça fait 12 ans
de négociation pour mettre fin à la prolifération de l'arme nucléaire. Je pense que les Français, apprenant que l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire et que la Grèce reste dans l'Europe et on évite une crise, je pense que les Français peuvent l'apprécier. Je ne suis pas certaine, Bruno Retailleau, que l'image de l'Europe sorte forcément grandie de cette crise grecque. À nous d'y travailler. Après des semaines et des moi semaines. j'ai trouvé François Hollande satisfait de lui-même, se définissant comme un président audacieux. Je pense que sur l'Iran, qui est sans doute un bon accord, je pense que M. Obama a sans doute beaucoup fait pour cet accord, beaucoup plus que la France. Je pense aussi que pour ce qui concerne la Grèce, on a deux présidents de la République. Un président de la République qui administre à la Grèce une potion amère qu'il refuse à la France en termes de réformes structurelles. Je pense que si même tout n'était pas négatif, donc évidemment, on est mal placé dans un pour donner entretien, des leçons, c'est ce que je vous pense voulez qu'on nous est dire mal placé pour donner des leçons, mais surtout je crois effectivement que les Français l'attendent sur l'emploi. C'est sur cette question qui est la question la plus grave, parce que 6 millions de Français qui sont au chômage total et partiel, ça crée une souffrance en France, qui n'est même pas mis un mot dans cet entretien sur les souffrances de l'agriculture. Certains ont trouvé qu'il était trop déconnecté Donc vous l'avez trouvé de la déconnecté, réalité. décalé Trop décalé par rapport, je trouve, à la réalité, même si les sujets internationaux, quand on est la France, on a toujours un regard sur l'extérieur. Je le veux bien, mais il faut faire la part des choses, je crois. François Hollande a assuré lors de cette interview que son action est guidée par l'audace. Sur quel sujet précisément il a fait preuve d'audace, le président de la République, Didier Guillaume? Sur l'Europe et sur le nucléaire, je vais y revenir un instant quand même, parce que nous avons eu ce débat dans l'hémicycle hier. On peut être dans l'opposition, mais on ne peut pas toujours critiquer, dénigrer le pays. On ne peut pas rabaisser le pays. Quelle est cette comparaison entre on n'est pas capable de faire des réformes dans ce pays et on les impose à la Grèce? Je n'accepte pas cela, parce qu'on ne peut pas comparer la France et la Grèce quand même. Ce que nous souhaitons en France, c'est réduire les déficits. La dette a augmenté de 600 milliards d'euros de 2008 à 2012. Nous essayons de la réduire, mais nous ne voulons pas bouger notre modèle français. Et en même temps, qui a réduit le nombre de policiers, de gendarmes, de juges? C'est la précédente majorité, et nous créons des postes de fonctionnaires que nous validons, et c'est très important. Après, évidemment, ce qui compte, c'est l'emploi, il l'a dit, puisque tout le monde est intéressé. Est-ce que vous vous représenterez à l'élection présidentielle? C'est totalement absurde cette question, mais enfin il a dit, il a dit si le chômage ne baisse pas, je ne me présenterai pas. Et l'enjeu, c'est de faire baisser le chômage, c'est bien ça, bien sûr. Nous ne sommes pas sur une ligne politicienne. La preuve, c'est que le groupe que je préside ici et celui que préside Christian Jacob à l'Assemblée nationale ont voté positivement sur l'accord pour la Grèce. Et ça n'était pas facile. Et ça n'était pas quelque chose d'acquis pour nous. C'est très bien. Je veux le rappeler. Simplement, je crois que le gouvernement de François Fillon, avec Nicolas Sarkozy, a eu à affronter la crise la plus grave. Très bien, c'était le défi. Aujourd'hui, il y a d'autres défis. Il faut y répondre. Il faut y répondre, et on ne peut pas y répondre, je trouve, dans cette espèce d'autosatisfaction qui était trop visible. C'est ce que j'ai trouvé au moment du 14 juillet. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que François Hollande, il lui reste 2 ans pour son mandat, que ce ne soit pas un mandat de 5 ans pour rien, et que des réformes profondes puissent relever la France. Alors parmi les réformes importantes du quinquennat, il y a le projet de loi d'Emmanuel Macron qui a été adopté définitivement par le Parlement ces derniers jours. Vous espérez que très vite, ce texte, Didier Guillaume, va pouvoir créer de la croissance, va redonner du boulot aux Français? Oui, j'espère. En tout cas, j'espère que les décrets d'application vont être pris très vite. C'est l'engagement, notamment du président de la il faut que ça soit très vite pour que vite les jeunes puissent prendre des bus et puissent se déplacer, puissent passer le permis de conduire. Il y a des mesures là-dedans. Alors certains nous disent. Alors vous pensez que les grandes compagnies de cars internationales vont créer de l'emploi en France? Bien sûr, elles sont en train d'annoncer qu'il y en aurait 15 000 là à très court terme. Tant mieux, mais peu importe. Tout ce qui contribuera à créer de l'emploi, ça va dans le bon sens. Et moi, d'où que viennent les idées, tout ce qui permettra de créer de l'emploi, de faire du développement économique, ça sera quelque chose de très important. C'est la raison pour laquelle nous avons dit ce matin dans le débat sur l'agriculture qu'on ne peut pas opposer les agriculteurs et les grandes surfaces, les distributeurs, aux metteurs en marché, aux industriels. On a besoin de tout le monde. Et dans ce pays, moi je rêve d'un pays où on se rassemble plus que l'on se divise. Après que nous ayons, nous, des divergences politiques, c'est bien normal, c'est la démocratie. Et nous, mais c'est même pas un jeu, c'est la démocratie et nous l'assumons. Mais nous devons avoir, les républicains comme les socialistes, un objectif. C'est la réussite de la France, la grandeur de la France, et de faire en sorte que nos concitoyens vivent le mieux possible. Nous n'avons pas les mêmes recettes pour y arriver. Il y a eu les 5 précédentes années, il y a les 5 années de François Hollande, nous verrons ce que ce sera la fois d'après. Mais laissons-nous appliquer, laissez-nous appliquer les recettes jusqu'à la fin du mandat. Devant le Conseil constitutionnel contre le projet de loi Macron.
Oui, parce que sur un certain nombre de points, notamment le pouvoir donné à l'autorité de la concurrence, et puis aussi sur les professions réglementées, nous pensons que ce texte méconnaît un certain nombre de règles constitutionnelles. C'est les lobbies qui ont un peu gagné dans cette histoire? Ah non, pas du tout. On est les représentants du Lobby des territoire. notaires, Non, des mais c'est demain, attention. Non. Faire penser, laisser penser qu'en tapant sur des boucs émissaires, par exemple les professions réglementées, on va régler le problème de la croissance, personne n'y croit. Nous, on est des élus qui sont enracinés. On sait très bien, par exemple, que sur la médecine, il faut désormais que les collectivités payent des maisons médicales. On ne veut pas demain devoir payer des maisons du droit parce qu'il y aura une désertification juridique. Voilà, maintenant ce texte, ça n'est pas parce qu'il vient de la gauche d'ailleurs, et d'Emmanuel Macron, qui est pas un mauvais ministre, qui n'est pas le plus mauvais en tout cas, qu'on est fondamentalement contre. Il y a eu des petits pas, mais trop. Avec lequel vous avez le plus d'affinité, peut-être Bruno Retailleau. Il y a les questions personnelles et il y a les questions politiques. Je ne mélange pas les deux. D'un point de vue politique. J'ai toujours dit sur ces questions, et je le lui ai dit d'ailleurs, que c'était beaucoup trop timide et que c'était une réformette, en aucun cas une grande réforme. Là, Emmanuel Macron a annoncé ce matin qu'il préparait un nouveau texte, notamment sur la réforme du marché du travail. Ça devrait vous satisfaire. Mais écoutez, c'est plutôt à gauche que ça va grimper. On a la bougeotte législative. Pourquoi on a eu le texte Macron. On nous a demandé, mais justement, on a demandé à Emmanuel Macron de prendre dans sa loi les freins justement qui sont les seuils. On nous a dit non, ça sera la loi Rebsamen. Le Rebsamen, il n'y a pas eu justement sur les seuils, il y a eu si peu de choses. Et maintenant, on nous annonce une troisième loi. Trop de lois, pas de loi. Trop de lois, pas de réforme. Oui, et en même temps, le président de la République dit que le travail parlementaire, ça ne va pas assez vite, Didier Guillaume. Ah oui, ça ne va pas assez vite. C'est évident quand on voit que tout faire en urgence. Mais non, mais quand on voit que la loi Macron, il faut plus d'1 an, que la loi sur l'agriculture, il a fallu 2 ans, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, mais bien sûr, le problème, il est là. Est-ce que ce sont les projets de loi qui sont mal ficelés au départ? Les projets de loi sont trop longs. Et la procédure parlementaire est trop longue. Et on double le nombre d'articles, en fait, dans un projet de loi, lorsqu'il est passé à l'Assemblée, au Sénat, 2 fois et 3 fois, enfin, troisième lecture. Mais est-ce que vous êtes pour cette réforme du marché du travail que prépare Emmanuel Macron? Mais bien sûr, mais tout ce qui peut faire bouger les choses va dans le bon sens. Simplement, moi, je ne peux pas être d'accord sur le fait de dire qu'il faut bouger les seuils simplement, parce qu'on sait que les seuils, ça ne crée pas beaucoup d'emplois. C'est un ensemble. C'est le marché du travail dans son ensemble qu'il faut bouger. Il peut y avoir quelques chefs d'entreprise. Oui, mais la loi Macron, elle a été faite. La loi de Luxembourg, elle a été faite. Et nous prenons le temps de la discussion avec. Vous voyez bien, s'il faut une troisième loi, mais on verra bien. S'il faut une troisième loi, demain une quatrième, une cinquième, c'est là le problème. Et je ne pense pas du tout que, comme le président de la République, que les choses sont trop longues. Quand on a une bonne loi, écoutez, quand on a une bonne loi, 6 mois ou 8 mois, c'est bien. Le problème, c'est que ça n'est pas qu'il y ait un temps législatif trop long, c'est que les lois que l'on fait, on revient en permanence dessus et elles ne sont pas des lois de réforme. Si, c'est un peu vrai, voilà, il faudrait moins de lois et de vraies lois. La réforme territoriale, vous allez voter définitivement cet après-midi sur la loi NOTRe. Que d'aller-retour sur cette réforme territoriale. Mais ça, c'est le rôle du Parlement. On supprime le département. Mais c'est le rôle du Parlement. Même sur la position du gouvernement. Mais bien sûr. Mais bien sûr, nous avons dit que la position de départ... Est-ce que là, il n'y a pas eu du temps perdu de la part du gouvernement? Il y a eu du temps perdu parce que la loi qui était présentée par le gouvernement au départ ne correspond pas à l'aspiration des élus. Et moi, je vais voter avec beaucoup d'enthousiasme les conclusions de la CMP de cet après-midi parce que ce qui en ressort, c'est une grande... Oui, mais bien sûr, mais c'est une grande avancée. Moi, je ne voulais pas qu'on élise les conseillers communautaires au suffrage universel. Je ne voulais pas qu'on crée le Haut Conseil des territoires. Je ne voulais pas les intercommunalités à 20 000 habitants. Mais vous allez quand même voter le texte. Mais on va la voter. Alors moi, avec enthousiasme, Bruno Retailleau avec un peu moins. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a été beaucoup trop long. Mais ça a été du fait du Parlement parce que nous avons changé ce texte. Donc je reconnais que nous pouvons avoir des hésitations. Mais aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus mettre, à l'heure des réseaux sociaux, de l'instantanéité de l'information, on peut mettre 2 ans pour faire une loi. Peut-être que, et d'ailleurs il est d'accord avec moi. Pour conclure, un mot, ce texte-là, c'est la défaite du gouvernement, mais c'est la victoire du Sénat. Pas de gauche ni de droite. Très bien, écoutez, belle conclusion. Victoire des territoires. Pour cette fin victoire des territoires. Merci beaucoup. Bonne conclusion pour cette fin de session ici au Sénat. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On va recevoir tout de suite sur la crise grecque Pierre Laurent. Mais avant, je vous propose de réécouter et de réentendre le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius. Tout à l'heure, dans l'hémicycle du Sénat, il s'exprimait sur l'accord autour du nucléaire iranien. Si l'accord avait été signé, on pouvait tous signer, mais qu'il n'avait pas été robuste, quelle aurait été la réaction des pays voisins? Je peux penser à l'Arabie Saoudite, je peux penser à l'Égypte, je peux penser à la Turquie, à d'autres. Ils nous auraient dit, vous avez signé, mais nous ne croyons pas à
l'efficacité de votre signature. Et donc, nous-mêmes, nous allons nous doter de l'arme nucléaire. Et à ce moment-là, ça aurait été un Moyen-Orient déjà éruptif, qui aurait été un Moyen-Orient entièrement nucléarisé. Et c'est la raison pour laquelle la fermeté constructive de la France a permis, avec d'autres, cet accord. Voilà, Laurent Fabius, cet après-midi, dans l'hémicycle du Sénat, il répondait à une question autour de cet accord conclu avec l'Iran. Bonjour Pierre-Laurent, merci d'être avec nous sur ce plateau. Pas de questions autour de la Grèce, autour de l'accord conclu le week-end dernier. Ça vous a étonné ? Nous avons parlé du sujet largement avant les questions d'actualité. Hier, lors du débat et du vote du Parlement français. Et il y a eu, avec le vote du Parlement grec, une confirmation pour le moment de l'accord. Donc nous n'y sommes pas revenus aujourd'hui, mais je pense que ça va rester pour toutes les semaines qui viennent un sujet brûlant de l'actualité. Alexis Tsipras qui donc réussit à faire adopter par son Parlement les mesures rejetées finalement par son peuple par référendum quelques jours plus tôt. Est-ce que vous avez l'impression d'être un petit peu trompé par Alexis Tsipras? Non, pas du tout. Le combat d'Alexis Tsipras est d'une limpide clarté depuis le début. Ah. Et il a annoncé devant son peuple, dans une allocution télévisée, qu'il avait choisi de signer cet accord à contre-cœur. Si bien qu'aujourd'hui, il est lâché quand même par une partie de sa majorité. Non, écoutez, la très grande majorité des députés de Syriza ont voté l'accord, mais évidemment la situation est très difficile puisque cet accord qui lui a été imposé pour ne pas sortir de la zone euro, or il a un mandat de son peuple pour rester dans la zone euro, le met dans une grande difficulté. Donc il a choisi de continuer à se battre dans la zone euro pour faire valoir ses options et nous le soutenons dans cette direction. Mais nous avons le devoir aussi ici, c'est ce que nous avons fait par notre vote hier, de dire que l'accord qui lui a été imposé n'est pas la contrepartie obligée du maintien dans l'euro. On peut maintenir un pays dans l'euro et ne pas lui infliger la punition. Il y avait quoi d'autre comme alternative, Pierre-Laurent ? Eh bien, par exemple, ce qu'on ne fait toujours pas, je le signale, malgré l'accord, verser immédiatement des liquidités de la BCE pour ouvrir les banques grecques qui sont toujours fermées. Malgré l'accord, malgré le vote, vient d'accorder 7 milliards, là. Malgré le vote du Parlement, oui, mais on continue de déverser des liquidités au compte-gouttes sans donner à ce pays les moyens de se redresser. Or, tout le monde le reconnaît, s'il n'est pas injecté dans l'économie grecque des sommes importantes pour l'investissement, pas pour le remboursement des créanciers, pour l'investissement productif dans ce pays, il n'y aura pas de redressement et pas de remboursement de la dette. Donc l'option que défend Alexis Tsipras, c'est celle-là, il continue de se battre, c'est vrai dans un rapport de force très difficile, d'où ce que j'ai dit hier, nous lui renouvelons notre solidarité, mais en maintenant la pression contre les créanciers, contre l'Allemagne, contre les dirigeants de l'Union européenne qui imposent un accord injuste. Il y a eu des manifestations violentes hier soir à Athènes. C'était les premières manifestations violentes depuis 2011. Enfin, en tout cas, on n'en avait pas vu d'aussi violentes depuis 2011. Est-ce que vous craignez que la situation dégénère Mais la situation, elle est extrêmement dure en Grèce. Je ne sais pas si on se rend compte, je me suis rendu sur place très souvent ces dernières années. La situation est invivable pour les Grecs. Ces gens sont dans une crise sociale et humanitaire terrible. Ils ne peuvent pas vivre. On ne vit pas avec 60 en pouvant retirer de temps en temps 60 € à la banque. Donc le supplice qui est infligé à ce peuple est parfaitement insupportable. Et j'ai dit hier, et je le pense, l'accord qui leur a été imposé est un accord indigne de l'Europe. Et il y a parfaitement nécessité, bien sûr, de les maintenir dans la zone euro, mais pas à ces conditions-là. Ouais, le poste d'Alexis Tsipras est un peu en sursis. Vous avez peur aujourd'hui si certains de ses ministres démissionnent, si sa majorité le lâche? Non, mais il n'est pas en sursis. Il n'est pas en sursis en Grèce. Il est en sursis parce que, notamment les dirigeants allemands et d'autres, depuis 6 mois, ne cherchent qu'une chose, c'est sa déstabilisation politique, quitte à asphyxier le peuple grec. Mais les sondages montrent que son niveau de popularité reste très élevé en Grèce, contrairement à ce qu'on dit souvent dans les commentaires ici. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Pierre-Laurent d'être venu parler de la crise grecque sur notre plateau. Merci à tous de nous avoir suivis en direct du Sénat pour cette émission, juste après les questions d'actualité au gouvernement, les dernières de cette session. Très bonne soirée à tous sur l'antenne des chaînes parlementaires.